Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction. Aujourd'hui on va parler de Once Upon a Time in Dubai. Once Upon a Time in Dubai, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement c'est la première comédie musicale jamais créée à Dubaï. J'ai récemment fait un gros reportage sur la création de la pièce que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et je vous conseille même d'aller voir le reportage, comme ça quand je parle de trucs dans cette vidéo aussi, vous saurez tout de suite à quoi je fais référence. Quoi qu'il en soit, revenons-en ici à la pièce et avant toute chose, laissez-moi vous faire un petit résumé de l'histoire. Ça raconte l'histoire d'un couple, Will et Sophia, qui habitent à Londres, et Will est sur le point de faire sa demande en mariage à Sophia. Ils se rejoignent tous les deux, ils ont un rendez-vous dans un café, etc. Seulement, c'est là que Sophia lui dit qu'elle doit malheureusement partir à Dubaï parce qu'elle a une opportunité pour le travail qu'elle peut malheureusement pas refuser. Will, il peut pas tout abandonner comme ça, donc malheureusement, il peut pas partir avec elle, mais il lui dit, écoute, je te promets, je vais te rejoindre, vas-y, mais je t'aime toujours, on se quitte pas, je viendrai te rejoindre. Finalement, Will est arrivé effectivement à Dubaï pour rejoindre Sophia un an plus tard. Il arrive un peu en mode surprise sans prévenir Sophia, il va la voir à son bureau. Seulement, une fois là-bas, il tombe pas sur Sophia directement, il tombe sur Elias, le boss de Sophia, qui est quand même pas super sympathique. Il a un peu des vues sur Sophia, et c'est un peu le bad guy de l'histoire, quoi. Du coup, il y a Elias qui dit à Will, oh oui, t'inquiète, je vais voir Sophia, je vais lui dire que t'es là, machin. Sauf qu'il revient avec une vidéo deepfake d'elle, en train de dire à Will, non, je veux plus de toi, je suis passé à autre chose, c'est venu trop tard, mon gars, allez, salut, ciao. Du coup, Will, forcément, il croit ça, il est un peu désemparé, il est là tout seul à Dubaï, il y a Sophia qui veut pas de lui. Mais heureusement, il y a une de ses amies, Kim, qui tient une école de danse, qui habite à Dubaï. Du coup, Will va la voir et ils vont passer un peu de temps ensemble. Et du coup, on va voir un peu ce qui se passe dans la vie de Will et parallèlement un peu dans la vie de Sophia, qui va du coup apprendre que Will est à Dubaï et se dire, ah ok, sympa, il est à Dubaï, il est même pas venu me voir, il est passé à autre chose, il s'en fiche de moi. Donc voilà, des manipulations, des quiproquos, et du coup, nos deux amoureux seront un peu chacun de leur côté, d'une part aidés par certains personnages et d'une autre part manipulés par d'autres. Et à cause de toutes ces manipulations, les moments où ils se retrouveront face à face, ce sera pas dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà, le seul moyen pour que nos deux amoureux se remettent ensemble, c'est que la vérité éclate finalement. C'est bien beau tout ça, j'ai fait un gros reportage sur toute la création, l'histoire, les répètes, machin, mais j'ai aussi surtout, finalement, vu la pièce. Et ce dont j'ai pas parlé dans mon reportage, c'est de dire finalement qu'est-ce que la pièce vaut en tant que spectateur, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus. Et des trucs à dire dessus, croyez-moi, il y en a. Et on va commencer tout de suite par tout ce qui est esthétique globale, genre scénographie, mise en scène, costume, etc. On va commencer par les costumes. Alors si vous avez vu le reportage, vous n'êtes pas sans savoir que des costumes, mais déjà, ce qu'il faut noter, c'est leur nombre. Il y a énormément de costumes, c'est hallucinant. Il y en a une histoire de 250, un truc comme ça. Parce qu'on a tous les personnages principaux qui portent pas qu'un seul vêtement dans toute la pièce. Et puis aussi, surtout, on a toute la troupe de danseurs qui portent au moins un costume différent à chaque tableau. Sans parler des tableaux lors desquels il y a des quick change. Donc parfois, on a un tableau avec une chanson. Les danseurs, ils commencent avec un costume et ils arrivent avec un autre costume. Pareil pour les personnages principaux. C'est vraiment hallucinant. Et malgré leur nombre, il y en a pas un seul qui est laissé au hasard. Ils sont vraiment tous, mais magnifiques. Ils sont vraiment toujours super travaillés avec énormément de détails, haut en couleur, toujours très réfléchis dans le sens où ils se prêtent parfaitement à la scène qui est en train de se passer, à l'environnement dans lequel ils sont, ou même à la danse, voilà. Que ce soit d'un niveau technique, par exemple, lors du Diwali, qui est une fête indienne où on a beaucoup de danse, du coup un petit peu orientale, logique. À ce moment-là, on a toutes les jupes des danseuses qui tournent vraiment autour d'elles, qui valsent à chacun de leurs mouvements, c'est hyper beau, c'est hyper esthétique. Avec un autre tissu, cet effet-là n'aurait peut-être pas forcément bien marché, mais là non, ça a été fait de telle sorte à ce que quand elles dansent, ça donne ça, vraiment c'est parfait. Et puis outre l'aspect plus technique, même en termes de design, c'est hyper réfléchi. J'en reviens toujours pour le Diwali, là il y a un quick change, les deuxièmes costumes, on a tous des patterns, éléphants, etc. Pour le premier tableau, Welcome to Dubai, il y a tout le monde qui est en doré et bleu, qui sont vraiment les couleurs de la pièce. Pour Think Big, qui est une chanson chantée par Khalid, qui est producteur et qui va s'intéresser à la troupe de Kim, troupe de laquelle Will va finir par faire partie, du coup, il va faire toute une chanson en disant à Will, écoute, viens avec moi, je veux vous produire, aie confiance, il faut voir grand, machin. Et du coup, là, Think Big, ça veut dire ce que ça veut dire, on a des costumes hyper grandiloquents, t'as tout l'ensemble qui arrive avec des trucs, mais totalement too much, qui marchent parfaitement. Il y a Monsieur Popcorn, il y en a une autre avec marqué Think Big en grand sur son costume, encore quelqu'un d'autre qui a un grand chapeau avec tous les bâtiments de Dubaï qui peut s'allumer, vraiment, je pourrais pas tous les citer tellement il y en a et tellement chacun d'eux est rempli de détails. Ils avaient vraiment à la base une DA complètement too much pour ce tableau, et c'est exactement à ça que les costumes ressemblent dans la vraie vie sur le show. Tout ce qui peut faire partie de notre imagination la plus folle est complètement rendu réel sur scène. Ce qui est aussi chouette avec les costumes de Think Big, c'est que vu que tout se passe à Dubaï, on aura très souvent dans pas mal de costumes une petite référence à Dubaï. Voilà, je parlais de la personne avec le chapeau bâtiment, et par exemple on aura aussi un autre gars qui aura un chapeau avec une tête de chameau, et voilà, on aura d'autres petits trucs comme ça. Ou alors on a l'office où tous les personnages sont chemise, cravate, blazer, etc. Des tenues de working man et working girl. Mais même là, les tenues auront toujours une petite valeur ajoutée. Les chemises qui auront des manches bouffantes, un plastron tout tressé, les blazers qui vont se former avec plein de bandes qui vont se croiser à l'avant. Vraiment, on sent qu'on est dans une DA costume cravate, mais ça se limite pas à ça. Et de ce fait là, ces costumes qui auraient juste pu rester basiques, au final restent très cohérents avec l'univers de la pièce, l'esthétique globale de la pièce. Once Upon a Time in Dubai,
que ce soit par l'histoire, par les graphiques, par les costumes, par les danses. C'est une pièce très grandiloquente, très too much, très visuelle, très colorée. Et on retrouve cette idée-là vraiment dans chacun des détails qui composent la pièce. Et ben, ces costumes de bureau n'y font pas abstraction. On retrouve vraiment l'âme, l'essence même de la pièce dans chaque tableau. Ou alors on aura aussi par exemple la chanson I Saw a Love qui évoque l'histoire d'amour entre Sophia et Will. Et du coup on aura plusieurs duos de danseurs qui vont chacun faire une chorégraphie sur un banc, tous exactement en même temps. Et ces danseurs ils seront aussi chacun habillés exactement de la même manière et ils seront habillés exactement comme Sophia et Will. Enfin bref, il y a vraiment tout qui est réfléchi, c'est assez impressionnant. Et là je parle beaucoup des ensembles, mais c'est aussi le cas pour les costumes des personnages principaux. On sent qu'ils ont vraiment chacun leur style vestimentaire. On trouve vraiment la personnalité du personnage dans les costumes qu'ils portent. On le voit habillé, on se dit bah oui, le mec il s'habille comme ça, c'est son style, c'est lui, ça le représente bien. C'est simple et tellement efficace. D'ailleurs il y a un truc que j'ai réalisé qui m'a fait un peu rire par rapport à ça. Je sais pas si c'est fait exprès, je crois sincèrement pas que ce soit fait exprès, mais dans tous les cas c'est du génie. C'est par rapport au personnage d'Elias. Donc Elias, comme je le disais, c'est le boss de Sophia et c'est un peu le méchant, mais c'est un méchant qu'on prend pas trop au sérieux. Enfin lui il se prend hyper au sérieux, mais quand tu le vois chanter ses chansons là où il se croit très méchant, très malin, très intelligent, nous en tant que spectateur il nous fait un peu rire. C'est un peu vibe méchant Disney quoi. Et si je vous dis couleur de méchant Disney, vous pensez tous à la couleur verte, nous sommes d'accord. Eh bien devinez quelle est la couleur de la veste d'Elias. Exactement, il est habillé en vert. Je crois vraiment pas que ce soit fait exprès hein, mais le hasard fait tellement bien les choses, et si c'est fait exprès c'est vraiment du génie. Et puis bien sûr, outre les costumes, ce qui va aller de pair avec ça et qui va en mettre plein la vue aux spectateurs, ce sont les danses. Et petite anecdote qui est assez folle parce que du coup comme vous le savez, j'avais reçu le script en amont avant que tout ça n'existe, avant que les chorégraphies soient même imaginées. Et vraiment quand je lisais, ça m'a particulièrement marqué avec le moment de l'office. Je me rappelle encore être en train de lire pour la première fois la première chanson qui se passe dans l'office, alors que je connaissais même pas la chanson, hein. Je lisais les paroles, je m'imaginais totalement une mélodie. Et pendant que je lisais cette chanson, j'imaginais vraiment un truc mais complètement waouh. J'imaginais des bureaux qui tournent, les danseurs qui dansent dessus, etc. Enfin vraiment, ce script m'a vraiment vendu du rêve dans le sens où à chaque chanson, j'imaginais vraiment un truc waouh. Pour le Diwali, qui est une chanson vraiment ultra longue, mais j'imaginais un énorme ensemble avec des tenues un peu indiennes qui bougent et qui volent dans tous les sens. Et à chaque fois que j'imaginais un truc de dingue, ben, le résultat ça a été exactement ce que j'imaginais des mois auparavant quand j'ai lu le script et qu'il y avait encore ni les costumes, ni les chorégraphies, ni même la troupe qui était créée à 100%. Enfin vraiment, tout ce que j'imaginais déjà à ce stade-là en lisant le script, c'est exactement ce que j'ai retrouvé sur scène. Et c'est fou. Mais à côté de ça, on n'aura pas que des tableaux grandioses avec tout qui bouge partout tout le temps. On aura aussi des chorégraphies un peu plus intimes. Bah typiquement I Saw a Love, avec tous ces danseurs, tous habillés pareil comme Will et Sophia qui sont chacun sur leur banc, bah ça diversifie vraiment les chorégraphies. Des chorégraphies sur un banc, bah il n'y en avait pas forcément eu jusque là, et c'est un truc plus calme, plus romantique, et c'est ça aussi qui fait la force des chorégraphies. Outre leur aspect technique, c'est vraiment leur diversité, parce qu'effectivement elles sont pas juste pensées pour waouh ça doit mettre plein la vue aux gens, etc. C'est pensé vraiment dans le contexte de la pièce. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à quel moment de l'histoire on est, où est-ce qu'il se situe géographiquement, qu'est-ce que raconte la chanson, et tout est pensé dans chaque mouvement de la chorégraphie, hein. Voilà, par exemple la chanson qui introduit Zena, qui est le personnage qui va avoir un peu un crush sur Will, qui va pas forcément aider sa relation avec Sophia, qui est un peu quelqu'un qui aime bien attirer l'attention, qui aime bien qu'on la regarde, qu'on voit qui elle est. Et il y a un moment elle dit you can be a king, I'll be your queen, quelque chose comme ça. Et au moment où elle dit queen, bah il y a tous les danseurs qui boum couronne, pam pam pam. Ou alors pour Out of Your League, la chanson que chante Elias à Will après qu'il lui ait montré le defect de Sophia pour lui dire elle ne veut plus de toi, casse-toi mec. Les paroles du refrain de cette chanson c'est ha ha ha, she's out of your league. Et au moment où il fait les ha ha ha, bah t'as tous les danseurs qui font un truc comme ça, parce que ha 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 c'est pas juste des ha 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 qui veut rien dire. Ha 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 c'est Elias qui se fout de la gueule de Will, c'est tout l'office, tous les sbires de Elias qui se foutent tous de la gueule de Will. Et du coup on aura vraiment ce mouvement qui, outre le fait qu'il marche ultra bien, évoque vraiment cet aspect on te rit complètement au nez, et c'est ça qui va faire partir Will et le faire abandonner Sophia entre guillemets quoi. Et des trucs comme ça je pourrais encore en donner plein, par exemple dans la chanson d'ouverture Welcome to Dubai, à un moment on a tout un groupe qui arrive avec des costumes et des mallettes pour vraiment évoquer l'aspect business de Dubaï qu'on va retrouver et qui aurait une importance dans la pièce, ce qui est assez fou avec cette chorégraphie parce que c'est la chorégraphie d'ouverture qui est du coup aux couleurs de la pièce, donc le bleu et le doré, mais qui en même temps dans chacun de leurs trucs va évoquer un élément de la pièce, que ce soit avec tous les chanteurs qui arrivent, les trucs des mallettes, et voilà, dans chaque truc, si on y fait gaffe, on pourra retrouver un élément de la pièce. C'est tellement la chanson parfaite pour l'ouverture, que ce soit en termes de ce qu'elle raconte, en termes de costume, et aussi en termes de chorégraphie. Je pourrais vraiment analyser cette chanson pendant 3 heures, c'est fou. Pour Dance Dance, je sais pas si c'est ça le titre, mais c'est la chanson où il y a Sophia qui dit que la vie de bureau c'est pas forcément son rêve, que elle en fait elle a toujours rêvé de danser, etc. Et ça commence, la scène juste avant, elle est dans un café, et puis après en fond on aura des décors de centre commercial. On est un peu dans le milieu urbain de Dubaï, et donc t'as des gens qui vont passer en vélo, en trottinette électrique. Ou alors pour le Diwali,
qui est une fête indienne donnée par Gotham, qui est un collègue de Sophia qui est indien. Il y a un moment on aura Gotham au milieu de la scène avec toutes des danseuses derrière lui qui vont vraiment bouger les bras comme si il avait plusieurs bras. Alors déjà le rendu techniquement est parfait. Je vous apprends rien en disant que c'est très bien pensé parce que ça fait aussi référence à beaucoup de divinités indiennes qui ont plusieurs paires de bras, que ce soit Shiva, Ganesh, Kali, etc. Je disais que je pourrais analyser la première chanson pendant des heures, mais en fait je pourrais faire ça avec chaque tableau. Je pourrais analyser comme ça chaque élément de chaque tableau, mais bon on n'a pas trop envie que la critique dure 5 heures. Mais outre les costumes, il y a aussi plein d'autres éléments qui vont venir sublimer les chorégraphies, qui vont non seulement participer à l'aspect visuel de chaque tableau, mais aussi vraiment ajouter du dynamisme, parce qu'il n'y a pas que les danseurs qui vont bouger, il y a tout le truc autour qui va bouger. Voilà, que ce soit les accessoires type mallette, les gens qui arrivent à trottinette dont j'ai pu parler, etc. Toutes les tables, tout le décor du café, très visuel, très coloré. Juste avant la chanson Dance Dance que va chanter Sophia, on aura ces grands U qui vont bouger, sur lesquels elle va monter tout en chantant. Les mêmes grands U avec le rideau dans lequel elle va passer un peu plus tôt dans la chanson pour d'un coup changer de robe. Ou alors on aura l'énorme fauteuil d'Elias avec son énorme couronne, les deux beaucoup trop grands pour lui pendant la chanson The Greatest où il dit ah je suis le meilleur et tout, il est complètement ridicule. Enfin, vraiment je reviens souvent à cette référence là, mais quand je l'ai vu dans cette chanson là, je le vois vraiment comme Preminger dans Barbie Curse the Princess et tous les gens de l'office c'est ses sbires quoi. Et puis aussi comment ne pas parler de The élément scénographique qu'on aura tout au long de la pièce, le fameux cube, qui là encore une fois apporte vraiment une valeur ajoutée au tableau, qui est assez simple et efficace et sert pour plusieurs choses. Par exemple pour Stranger in the World, la chanson lors de laquelle Will chante un peu sa tristesse parce qu'il croit que Sophia l'a jarté, bah il est juste là enfermé dans ce cube comme si son monde s'était restreint, qu'il n'y avait plus rien autour de lui, qu'il se sentait vraiment enfermé depuis que Sophia n'était plus là, presque comme en prison, comme s'il était un peu condamné à la solitude éternelle, à vivre tout seul dans son cube. Et puis dans une autre idée qui a complètement rien à voir, ils vont se servir d'une des faces du cube qui est bordée de plein de lampes comme entrée du cabaret. Voilà, il y aura un moment où Kim va un peu faire son spectacle avec sa troupe, moment qu'il y aura une vibe un petit peu cabaret, bah là le cube va servir de porte d'entrée pour le spectacle de Kim. Par exemple on a la scène dans les bureaux où le cube représente un petit peu l'office de Sophia. Enfin, vous savez dans les open space souvent les différents bureaux sont séparés par des espèces de cloisons, bah là le cube il délimite un petit peu le bureau de Sophia à ce moment là. Et puis aussi comme il est très grand, bah visuellement ce cube il est assez impressionnant, il apporte vraiment une forte identité visuelle à la pièce et va vraiment servir de plein de manières différentes, bah comme je l'ai démontré là dans plein de tableaux, il est top ce cube, j'aime bien le cube. Mais ce qui va aussi et surtout énormément marquer en termes de visuel pour chacun des tableaux, bah c'est bien évidemment les écrans derrière. Pendant toute la pièce on aura, bah comme je le disais, quelques accessoires, par exemple les grands U qui vont arriver, le cube, certains bancs, la façade du café avec les tables et les chaises, le bureau d'Elias, les bureaux dans l'office, enfin voilà, plein de trucs. Mais à part ces éléments là qui vont arriver et sortir d'une scène à l'autre, on n'a pas vraiment de décor à proprement parler. Tout sera projeté sur différents écrans derrière. Voilà, pour l'arrivée de la ville de Dubaï, on n'a pas des vrais bâtiments en carton ou quoi qui arrive, c'est de la projection sur l'écran. Ah bon, c'est pas de la projection à proprement parler, dans le sens où c'est pas un projecteur, mais c'est diffusé sur l'écran. Mais bon, je vais dire projection tout du long parce que c'est plus simple, on se comprend. Pareil pour Ice Love qui se passe dans un parc, est-ce qu'on aura vraiment des plantes là? Non, ce sera tout qui sera diffusé sur l'écran. Pour le Diwali qui va se passer devant un espèce de décor de grand palais indien, est-ce que c'est vraiment un décor de palais indien qui va descendre de manière physique? Non, tout sera diffusé sur l'écran. Et vous me connaissez, en général j'ai tendance à cracher sur ce genre de projection parce que j'aime bien voir des vrais trucs sur scène, parce que sinon comme je dis souvent, si c'est pour voir des trucs sur un écran, bah je peux aller au ciné tout simplement. Mais attention, il faut nuancer mon propos. Je ne suis absolument pas anti-projection, loin de là. Le truc, c'est qu'il faut que la projection soit bien utilisée pour servir la pièce, mais pas qu'elle ne remplace les décors, comme c'était le cas notamment dans Les Misérables Châtelet et dans une autre pièce que j'ai vue récemment dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Et comme c'est d'ailleurs le cas dans malheureusement plein de pièces actuellement, les décors c'est devenu has-been. Bref, c'est pas le sujet. Mais par exemple, il y a d'autres spectacles où ça se prête parfaitement. Voilà, j'ai parlé de La Haine, qui est vraiment presque un spectacle de projection. Sans toute cette projection, le spectacle n'aurait pas du tout marché comme il a pu marcher là. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez à quoi je fais référence. À un moment, la caméra qui tourne 360 degrés, etc. Le spectacle est pensé pour avoir une projection. C'est pas une projection de on met une projection pour évoquer un décor parce qu'on a la flemme. Dans Once Upon a Time in Dubai, c'est exactement pareil. En l'occurrence, tous ces écrans qui diffusent des images ne vont absolument pas remplacer des décors physiques. Tout simplement parce que ce qui va marquer dans tous ces tableaux, ce qui va à ce point aider à leur dynamisation, c'est ces écrans derrière. Le fait que, comme je le disais, il y a tout qui bouge derrière. Il y a les danseurs, il y a les accessoires, mais même l'écran. Par exemple, pour Welcome to Dubai, on a les panneaux qui s'ouvrent parce qu'on n'a pas qu'un seul écran, on a plusieurs écrans qui vont venir glisser pour vraiment créer de la profondeur et pouvoir aussi d'ailleurs cacher des éléments de décor ou des chanteurs qui vont pouvoir venir se révéler
au moment où les écrans vont glisser sur scène. Et à ce moment là on a vraiment presque l'évolution d'une journée à Dubaï, dans le sens où on arrive, il y a les bâtiments qui apparaissent, le soleil qui se lève et puis le soleil qui va se recoucher. Pareil pour I So Love, ils sont dans un parc mais d'abord les grilles sont fermées puis les grilles s'ouvrent pour révéler le parc, jusqu'à ce qu'il y ait les plantes qui prennent totalement le dessus sur tous les éléments urbains qu'on peut voir dans ce parc. Pour le Dance Dance, qui est je crois la chanson la plus dynamique, la plus punch, la plus pétillante, la plus pop de la pièce, ben on aura tout le centre commercial derrière avec des écrans qui vont diffuser des trucs, plein de couleurs qui vont bouger. Ben voilà, vraiment chaque chose est pensée en ce sens et absolument rien ne remplace des décors physiques. Au contraire, Once Upon a Time in Dubai avec des décors physiques, ça n'aurait pas marché, ou en tout cas pas aussi bien. Dans chaque tableau, dans chaque danse, on a vraiment une évolution de ce qui se passe derrière, et ça l'écran va le retranscrire. Un décor physique ne peut pas se transformer tout seul en fait. Avec des décors physiques, ils auraient été grandement limités et les tableaux n'auraient pas du tout donné le truc qui donne là. Pour le coup, Once Upon a Time in Dubai, c'est un nouvel exemple de spectacle qui se prête parfaitement à la projection, que ça permet vraiment une interactivité avec tout ce qui se passe autour. Le Diwali, d'un coup il y a ce grand palais indien qui apparaît, à la fin il y a des feux d'artifice, ou alors on a Habibi, la chanson que chante Zeyna au moment avec la... C'est la chanson qui introduit vraiment le personnage, et voilà, j'ai déjà parlé dans mes musical reviews de l'importance des chansons d'introduction de personnages. Bah là la chanson représente totalement qui elle est, son caractère, son tempérament, grâce à ce qu'elle dit, grâce aux danses bien évidemment, mais aussi à la projection derrière qui vont vraiment ajouter un plus. Par exemple, t'as un moment où elle fait Yeah Habibi, elle part comme ça en frappant des mains pendant qu'il y a tous les danseurs qui font une danse un peu comme ça, et à ce moment là on aura derrière en miroir une projection immense de la silhouette de Zena qui va faire une danse un petit peu orientale, un petit peu envoûtante, le tout sur fond rouge, comme si Zena prenait vraiment possession de la scène, qu'elle prenait possession des danseurs, qu'elle prenait possession de tout le monde. Là où la danse était déjà de base très stylée, cette énorme projection de la silhouette de Zena en miroir, en grand comme ça, qui va danser, non seulement va bien faire comprendre le tempérament du personnage, mais aussi va renforcer toute l'implication, tout l'impact qu'elle va avoir dans l'histoire. Voilà, le fait qu'elle va avoir un peu des vues sur Will, qu'elle va malgré elle pas vraiment aider à ce que Will et Sophia se retrouvent. Ouais, non, vraiment cette grande projection derrière avec la lumière rouge d'un coup, tu te dis waouh, mais qui est cette femme? Et ça va d'autant plus faire marcher ce qui va se passer par la suite avec Zena, parce que même nous spectateurs à ce moment là on est presque aussi complètement possédés par Zena quoi. La force, l'impact visuel de ce truc qui peut paraître tout simple est tellement important. Enfin bref, vous l'aurez compris, que ce soit par rapport aux danses en elles-mêmes, aux costumes, à la projection, aux accessoires, à la scénographie, tout ce qui est visuel, j'ai rien à dire. Enfin bon, on a parlé de la mise en scène, on a parlé des costumes, il est maintenant temps de parler des chansons. Alors le but des chansons, ça c'est un truc dont j'ai pas eu l'occasion de parler dans mon reportage, mais ce qu'ils voulaient faire c'était vraiment créer des chansons qui puissent s'écouter même en dehors de la comédie musicale, que même si t'as pas le contexte, tu puisses quand même enjoy ce que les personnages disent, et que la chanson soit pas trop niche, que ce soit des chansons commerciales. Et quand je dis commercial, je dis vraiment commercial dans le premier sens du terme, dans le sens où c'est des trucs qui se vendent, qui marchent bien, qui sont pop dans le sens populaire. Et à ce niveau là, je trouve que Nazim Khaled, qui est le directeur musical, a fait un travail de ouf, parce que c'est pas forcément un parti facile. Je sais que beaucoup de comédies musicales françaises type Mozart l'opéra rock, Molière l'opéra urbain, etc. essayent aussi de faire un peu ce genre de truc, mais souvent je trouve que les chansons font pas assez comédie musicale, pas toutes mais il y a pas mal de chansons dans ce genre de pièces qui sont très chouettes, que j'aime beaucoup, mais qui font vraiment chansons populaires et pas du tout chansons de comédie musicale. Et pour le coup, dans Once Upon a Time in Dubai, je trouve que de manière générale, pour la plupart des chansons, le parti est vraiment très bien réussi. La plupart des chansons se prêtent vraiment à la scène, racontent vraiment ce qui se passe, illustrent vraiment bien la situation, s'ancrent vraiment dans un contexte pas juste d'histoire mais vraiment de comédie musicale, parce que bon, vous me direz, chaque chanson, en tout cas la plupart des chansons pop qui existent dans ce monde racontent une histoire, mais c'est pas pour ça qu'elles s'ancrent forcément dans un contexte de comédie musicale. Là c'est vraiment le cas, elles s'ancrent vraiment dans le contexte d'une comédie musicale, et pourtant pourrait complètement s'écouter en dehors de la comédie musicale. Et ça c'est assez fort parce que les chansons de comédie musicale, souvent il y en a beaucoup, t'entends la chanson, elle a beau être très bien, t'entends que ça vient d'une comédie musicale, t'entends que les personnages y racontent un peu leur vie, que ça a un air un petit peu particulier qui est pas spécialement populaire. Par exemple Schattenwerder qui est ma chanson préférée d'Elisabeth, que je trouve admirablement bien composée, que j'écoute en boucle tous les jours de ma vie, tu l'écoutes. Je dis pas que quelqu'un qui n'a pas forcément vu la pièce serait pas capable d'apprécier, mais t'entends que ça vient d'une comédie musicale, c'est très dramatique et tout ça. Ou même par exemple White Bee de Shrek, pour donner un autre exemple qui a rien à voir, elle est ultra belle, elle est très chouette à écouter, mais t'entends que c'est quand même un personnage qui raconte sa vie, qui raconte un contexte, etc. Et si t'as pas vu la pièce, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus niche. Là les chansons, elles ont beau complètement marcher dans le contexte de la pièce, au même titre que Die Schattenwerdenlange ou White Bee, et pourraient en plus de ça complètement s'écouter en dehors de la pièce sans avoir cet aspect trop niche qu'ont beaucoup de chansons de comédie musicale. Je trouve que l'entre-deux est vraiment très très bien géré, ce qui était pas du tout un parti facile, et là pour le coup je peux que dire chapeau. Après je trouve que ça marche mieux avec certaines
que d'autres. Par exemple, Out of Your League ou Think Big, je trouve qu'elle s'ancre parfaitement dans le contexte de la comédie musicale, tout en gardant cet aspect chanson pop. On est complètement dans le contexte de ce qui se passe dans l'histoire, et en même temps que ce soit dans les paroles qui sont assez bien écrites pour se prêter à un contexte précis que pour juste être écouté comme ça. Le schéma musical est assez bien composé pour pouvoir s'ancrer dans le contexte de comédie musicale que pour aussi s'écouter comme ça sans être spécialement fan de comédie musicale. Et puis à contre-exemple, Dance Dance, la chanson de Sophia, ou alors Stranger in the World, qui est la chanson de Will où il est un petit peu dans le mal parce que Sophia est plus avec lui, etc. Ces deux-là par exemple, je les trouve un peu plus génériques que Out of Your League ou Think Big. Je les aime beaucoup toutes les deux et je les trouve très chouettes, mais je trouve qu'elles ont un peu moins cet aspect vraiment comédie musicale sur lequel l'aspect pop prend un petit peu le dessus, je trouve, si on compare avec la manière dont c'est géré pour Out of Your League ou Think Big par exemple. Voilà, je disais que c'était une pièce très haute en couleur de manière générale, et cet aspect très haut en couleur, très grandiloquent, se ressent vraiment dans chaque élément de la pièce, notamment le jeu d'acteur. Je dis ça dans le sens où il y avait dans leur manière de jouer, bon là ce que je veux dire c'est un truc qui avait plus dans certaines scènes que pour d'autres, hein. Il y avait d'autres scènes où ça s'y prêtait pas forcément et où c'était pas spécialement comme ça, mais de manière générale un truc très dramatique. Par exemple, Will il va appeler Sophia, ça va être Sophia. Enfin, voilà, on est très dans le grand quoi. Et c'est pas du tout un jeu d'acteur auquel je suis habitué personnellement. Forcément, vu que j'habite en France, la plupart des pièces que je vois sont françaises / francophones. C'est pas du tout les mêmes codes de jeu qu'on a nous ici, mais malgré tout, je trouve que ça se prêtait bien avec toute l'ambiance de la pièce. Enfin, j'ai beau ne pas être habitué à forcément ce type de jeu d'acteur, j'avais pas l'impression que ça faisait bizarre avec le reste de la pièce, hein. Au contraire, ça s'ancrait dans tout cet univers hyper coloré, hyper punch qui avait été amené. Un jeu d'acteur un peu plus à l'européenne aurait peut-être déforcé les tableaux, que tellement tout ce qu'il y a autour est too much, ça se serait peut-être fait bouffer par la mise en scène, et ça c'est peut-être une critique que j'aurais peut-être à faire sur la pièce d'une manière générale, c'est que les tableaux sont tellement visuels qui prennent parfois un peu trop le dessus sur l'histoire, j'ai l'impression. Dans le sens où, de manière générale, je trouve que toute l'identité visuelle de la pièce prend un petit peu le dessus sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la pièce, sur le scénario. Après, très sincèrement, même si généralement, dans mes critiques, j'essaye d'être le moins biaisé par tout élément extérieur possible, voilà, je peux pas faire semblant de ne pas avoir lu le script avant. Je l'avais quand même lu, le script, l'histoire, je la connaissais déjà. Donc c'est peut-être aussi ça qui m'a donné cette impression-là. Je veux dire, j'avais suivi les répètes, la création des costumes, etc. Et là, je voyais tout ça en vrai pour la première fois. Tandis que l'histoire, j'ai rien découvert. Je connaissais le scénario, je savais ce qui allait se passer, je savais comment ça allait se finir. Donc peut-être que ça joue aussi, très sincèrement. J'essaye vraiment de me mettre à la place de quelqu'un qui découvre totalement l'histoire. Mais malgré tout, il n'est pas impossible que, malgré tous mes efforts, le fait que je connaissais déjà l'histoire joue aussi un petit peu. Sinon, deux autres petits points avant de terminer que je dois quand même noter. Premièrement, le personnage de Gotham, c'est le collègue de Sophia. C'est un peu le narrateur de l'histoire, c'est lui qui va introduire l'histoire, c'est lui qui va chanter I So Love pour un peu parler de la relation entre Will et Sophia, c'est lui à la fin qui va clôturer le truc. C'est le collègue de Sophia, mais c'est aussi un peu son meilleur ami. Une fois qu'elle sera là à Dubaï, elle va l'aider à se remettre avec Will quand elle va découvrir qu'il est là, c'est lui qui va un peu l'aider à découvrir qu'en fait ils se sont tous se manipuler. Je le vois un peu comme le marraine, la bonne fée de Sophia. Il y a un truc avec lui qui me perturbe un petit peu, qui m'avait déjà perturbé la première fois que j'ai lu le script, et qui je trouve, même si comme on m'avait expliqué et que je me suis fait au personnage, etc., pour moi ça a pas semblé bizarre, je trouve que objectivement dans la pièce c'est pas ultra clair de pourquoi lui en fait. Pourquoi c'est lui qui est un peu omnipotent, qui va raconter l'histoire, qui va briser le quatrième mur. Est-ce qu'il a en plus des autres personnages? Après je dis pas, le personnage il est extravagant, il a un petit côté génie dans Aladdin qui marche très bien. Donc voilà, son rôle de narrateur un peu omnipotent lui va très bien, mais j'ai pas compris pourquoi spécialement lui en fait. Après j'ai tendance à me poser beaucoup trop de questions pour pas grand chose, peut-être que juste je me casse trop la tête, que c'est simplement, voilà, c'est le collègue de Sophia, il a un caractère comme ça un peu grandiloquent, il est au courant de toute l'histoire de Sophia avec Will, il va participer à tout ça, il va aider Sophia, il va vraiment être un acteur de tout ce qui va se passer. Donc voilà, peut-être que juste de par son tempérament et son implication dans l'histoire, il aura eu envie de raconter à tout le monde ce qui s'est passé, tout simplement. Sinon, un dernier point personnage que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est par rapport à Elias, qui a sa rédemption qui arrive de manière un peu trop abrupte, dans le sens où il va être le méchant ridicule un peu toute la pièce, et puis t'as Sophia qui va lui dire You're so mean, et puis il va faire une chanson What does it mean to be mean. C'est pas tant le fait qu'après avoir été pas sympa toute la pièce, d'un coup Sophia dit qu'il est pas sympa et wow, il se remet en question directement. C'est pas tant ça qui me dérange. Ce qui me dérange avec ça, c'est que pendant toute la pièce, le mec, il a pas été fait pour être pris au sérieux. Toutes ses chansons, c'était des trucs ridicules. Lui, il se prenait très au sérieux, mais nous, en tant que spectateurs, on n'était pas censé le prendre comme un méchant sérieux, hein. Comme je disais, c'est un méchant Disney, c'est un méchant Barbie. Et là, d'un coup, t'as cette chanson, on n'est pas censé se foutre de sa gueule, je pense. C'est censé quand même être un truc très premier degré, où on a vraiment une rédemption de Elias qui se remet en question. Et le souci, c'est que du coup, on passe d'un personnage qui était censé être second degré toute la pièce à d'un coup
un personnage qui est hyper premier degré et ça s'en arrête là parce qu'il nous fait sa chanson What Does It Mean to Be Mean et puis on ne le revoit plus. Du coup je trouve qu'on sait pas trop ce que cette chanson signifiait, enfin si on sait ce qu'elle signifiait, elle signifiait sa rédemption et tout, mais c'était un peu vite. Est-ce que c'était vraiment une rédemption? Est-ce qu'après ça il va devenir plus sympa et essayer de se rattraper? Est-ce que c'était une chanson pas forcément faite pour être prise au premier degré où c'est lui qui dit mais comment ça je suis méchant, mais non c'est faux, et qu'en fait il se remet pas du tout en question? Je crois pas que ce soit ça parce que la chanson est vraiment faite pour être la chanson rédemption d'Elias, mais vu qu'elle arrive tellement vite et qu'après ça on le revoit plus, je trouve que le personnage d'Elias, qui était quand même un personnage fort du début à la fin, le méchant un peu rigolo etc, là je trouve qu'on le jarte un petit peu trop vite. J'aurais bien aimé voir comment il finit de manière plus détaillée. Là je trouve que c'était un peu abrupt et que ce côté abrupt nous fait pas forcément comprendre vraiment ce qu'il en advient de ce personnage. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Enfin bref, voilà, c'était ma critique sur Once Upon a Time in Dubai. Une pièce incroyable, clairement un des meilleurs shows que j'ai vu cette année. Vraiment, si j'avais su il y a quelques mois quand j'ai lu le script que j'allais vraiment voir cette pièce et que ça allait être encore plus fou dans mon imagination, enfin vraiment je l'aurais pas cru. Si j'aurais pas pu imaginer que quelques mois plus tard je me retrouverais à Dubaï en train de voir cette comédie musicale incroyable. Après il y a toute l'expérience aussi hein, mais j'ai vraiment un lien particulier avec cette pièce. J'ai hâte de voir la suite de tout ça. Tout ce que j'espère c'est que je pourrais la revoir à un moment d'une manière ou d'une autre. Je sais pas si je pourrais retourner à Dubaï, qu'il fasse une tournée mondiale, qu'il vienne à Paris. Pitié les gars, venez à Paris. Quand j'étais sur place, j'ai pu la voir qu'une fois parce que l'autre jour où j'étais là, il ne jouait pas. J'étais en mode reportage, je filmais beaucoup et j'ai l'impression de pas avoir pu profiter de la pièce vraiment à 100% juste en tant que simple spectateur. Donc là j'ai vraiment qu'une seule envie, c'est de revoir cette pièce. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas fait et que le sujet vous intéresse vraiment, n'hésitez surtout pas à aller voir mon reportage. On voit vraiment l'évolution, les répétitions, les décors et comme ça vous verrez en image tout ce dont je viens de parler. Et aussi quoi qu'il en soit, si la critique ici présente vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, ça me donne de la force. N'hésitez pas non plus à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez vu la pièce, si vous avez vu le reportage. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine et peut-être dans la suite de Once Upon a Time in Dubai, qui sait.